Salut, bienvenue dans ce live. Ce soir, j'ai envie de parler de l'administration des Jeux Olympiques de Alpes 2030. On connaît désormais le nom de la personne qui sera plus ou moins en charge du comité d'organisation des Jeux. Ça fait que un mois et demi que je fais des lives et j'ai l'impression qu'un live sur deux, je parle des Jeux Olympiques. Donc si vous en avez marre, je l'entends, mais c'est un sujet important. On évite de se dire dans 5 ans, ah non mais on savait pas, quand on s'y est pas pris plus tôt de parler des Jeux Olympiques. Donc c'est pas mal de prendre le temps de réfléchir un peu à ce qui se passe avant de découvrir qu'on est dans la merde. Donc c'est ce monsieur qui a été désigné, un ancien skieur acrobatique français. Pour être tout à fait honnête, je ne le connaissais pas. Je suis pas non plus un grand fan de ski acrobatique, donc voilà. Coach certifié, entrepreneur et business angel. Donc quelqu'un avec un très beau CV pour gérer le comité d'organisation des Jeux. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien que M. Martin Fourcade ait refusé. C'était le sujet d'un précédent live. On avait regardé un peu les raisons pour lesquelles il avait refusé, qui était un mix entre des raisons environnementales et des raisons politiques. Il y avait des très gros différends avec Renaud Muselier et Laurent Wauquiez. Je connais pas la couleur des bulletins qu'il met, mais je pense pas que ce soit un fervent écologiste. 6 candidats, autres que Martin Fourcade, qui était donc jusqu'à présent préféré, voilà, comme Tony Estanguet pour les Jeux de Paris et Jean-Claude Killy pour ceux d'Albertville en 92. Albertville, ça va souvent être cité dans ce live, dans les articles qu'on va regarder un petit peu, parce que c'est la dernière fois qu'on a organisé des Jeux d'hiver en France. En gros, c'était un peu le Paris 2024 des Jeux d'hiver, quoi. C'était une grosse réussite et il y avait eu pas mal d'athlètes français qui avaient performé, ou surperformé même, comme ce bon vieux Edgar. On peut regarder très rapidement ce qui fait... Offrez-vous un mindset de champion. Bon, je vous laisserai juger J'ai rien contre les vidéos de motivation, mais bon, je sais pas si c'est vraiment utile. Bien sûr, vous connaissez ce champion. Bon, il parle de lui à la troisième personne, en plus c'est pas mal. Skieur de boss qui a marqué sa génération et remporté toutes les médailles, sportif reconnu grâce à sa carrière de haut niveau et son palmarès impressionnant. Champion olympique aux Jeux donc d'Albertville. Triple champion du monde, il est devenu aujourd'hui l'un des conférenciers sportifs les plus inspirants de ses spécialités, mais aussi une référence dans le domaine qu'il connaît bien, la performance et la motivation. Voilà, c'est vraiment ce dont on a besoin pour organiser ces Jeux. Il motive des milliers de personnes en entreprise, en transmettant clé de son succès. Bon voilà, c'est vrai qu'il est particulièrement humble aussi. De gloire d'Edgar Gros-Piron il y a 4 jours. Ah mais voilà, à France TV, ils ont le sens du timing. Quand je me suis levé le matin, j'ai regardé ce temps et je me suis dit quelle belle journée pour être champion olympique. Edgar est en pleine concentration en haut du podium, la foule se met à hurler. Il s'est mis la pression maximum, Edgar, il a été dire partout que c'est magnifique. C'est parfait, tout le monde est debout. 31-23, le meilleur temps, je pense. Et sans casque, s'il vous plaît. Il y a de la gratitude. Parce que le regard, évidemment, je sais où il est porté. Il est porté vers le haut de la piste. 300 mètres plus haut, il y a la dernière personne avec laquelle j'étais en contact, qui était mon coach. Et c'est un moment particulier parce que là, il n'y a que 2 personnes en fait. Dans la photo, il y a lui et moi. Les 4 ans qu'il dit qu'il va... Bon, il est quand même assez insupportable. Mais bon, je crois que pour être un grand champion, il faut être un peu un connard. À ce moment-là, pour ceux qui le prenaient pour un petit branleur. Bon, j'en ai un peu marre. C'est vrai que parler de lui à la troisième personne tout le temps, c'est assez insupportable. Bon, bref, vous aurez compris que c'est pas... je pense pas que ce soit le modèle dont on avait particulièrement besoin. Un homme, encore une fois, imbu de lui-même, qui a gagné, soit mais coach en motivation personnelle... qui ne croit qu'en une chose, c'est à la volonté personnelle et à l'exploit sportif. C'est absolument pas dans le prix, je pense, qui était nécessaire pour redorer un tout petit peu l'image de ce projet des Alpes 2030. Donc bon, au final, ça sera une raison de plus, je pense, pour rendre ce projet un petit peu plus détestable. Et donc lui, il va se retrouver à devoir gérer ce truc-là. Mais bon, comme c'est un grand homme avec beaucoup de motivation et une énorme confiance en lui, ça ne fait aucun doute que ça va fonctionner. En plus, il arrive avec une image de roue de secours, quoi. Ce serait quoi pour toi une bonne orga des Jeux d'hiver, s'il y en a une? Enfin, en gros, ce qui est important pour l'organisation des Jeux d'un point de vue social et financier surtout, c'est de pas trop construire des trucs. Que, en fait, tu te retrouves avec des infrastructures sur le dos. Et donc, le choix a déjà été fait de réutiliser une grosse partie des infrastructures, ce qui est une bonne chose. Et donc, c'est pour ça que les Jeux seront multisites. Et après, en fait, il y a une question d'acceptabilité sociale. Là, on est encore un petit peu dans... ça fait moins d'1 an que les Jeux de Paris 2024 ont été terminés. Et donc, il y a un peu un truc où, comme les Jeux ont été
relative réussite d'un point de vue sportif. Enfin voilà, ça a coûté extrêmement cher, mais il n'y a pas eu de gros accidents. Donc les gens sont encore un petit peu hypés par l'événement. Et en fait, t'arrives à plus les jeux se rapprochent, plus les gens ont la flemme parce que, on disait avec les Jeux de Paris, quoi, en mai, juin, juillet, les gens étaient en mode ça va trop mal se passer, la ville sera jamais prête, quelle idée d'organiser des trucs dans la Seine. Enfin, tu vois, t'as une grosse frustration qui se crée à l'approche de l'événement. Et si ça se passe pas mal comme c'était le cas pour Paris 2024, et juste après, t'as un espèce de regain de confiance dans pas mal de personnalités politiques. Donc Tony Estanguet, enfin la cote de popularité de Tony Estanguet a jamais été aussi élevée qu'après ces Jeux, évidemment, alors qu'elle a jamais été aussi basse qu'avant les Jeux, et même de pas mal de personnalités publiques. C'est pour ça que t'avais pas mal de ministres des sports, de la santé ou de qu'importe, qui sont allés barboter dans la scène pour montrer leur intérêt pour le sport, et qui le reste de l'année, je le rappelle, le budget du sport du quotidien ont été très très largement diminués. En vrai, ça reste une catastrophe pour 99% des gens qui, eux, ont une pratique sportive régulière et où c'est important d'avoir des infrastructures qui fonctionnent. Mais là où ça devient plus intéressant pour les personnes qui décident, c'est de faire des événements internationaux où ils peuvent se faire mousser. Donc des jeux qui seraient une réussite, en fait c'est des jeux qui, selon moi, réduisent très clairement le nombre de personnes qui viennent sur place, ou alors qui mettent des quotas en fonction de leur destination. Jusqu'à présent, ça s'est jamais vu, et ça serait un affront pour pas mal de gens de dire si vous venez pas d'Europe et que vous venez pas en train, vous venez pas tout court. C'est absolument pas entendable, et donc d'un point de vue environnemental, c'est ce qui serait extrêmement efficace, puisque 80% du bilan carbone des gros événements comme celui-là, c'est dû au transport, et en particulier sur les longs courriers. Et après, d'un point de vue plus sportif et de l'organisation, c'est des jeux qui soient, ça l'est de plus en plus, et là pour le coup je vais pas faire le vieux relou, c'est des jeux qui soient inclusifs, où tu mets autant en avant les Jeux olympiques que les paras, que tu mets autant en avant les performances masculines que féminines, et il y a encore beaucoup de travail là-dessus, quoi. Voilà mon humble avis sur le sujet, et ça c'est à court terme, mais à moyen voire long terme, les Jeux olympiques ne pourront tout simplement pas exister pour des questions de priorité. Ça demande beaucoup trop d'argent pour des retombées économiques qui sont beaucoup trop faibles, ou pour une partie beaucoup trop faible de la population. Voilà mon avis, mais c'est pas que le mien d'ailleurs, c'est ce qu'on peut regarder juste après. J'ai participé à une table ronde avec ce monsieur, Alexandre Morteau, qui est donc docteur en sciences politiques à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à Paris, et il a soutenu sa thèse qui s'appelle le consensus olympique, la construction politique et administrative des grands événements sportifs. Je voulais en passer un passage parce que je connais très bien le sujet. C'est un truc où j'avais été invité en juin 2024, donc on était 4 autour de la table pour parler des enjeux de Paris 2024 et des Alpes 2030. Je fais juste un rapide retour historique pour quand même comprendre d'où vient cette espèce d'ovni, cet arbre caché par la forêt 2024 en fait. En 2018, donc face à tous ces abandons de candidature dont je vous ai parlé, le CIO a réformé son processus de candidature. C'est-à-dire qu'avant il y avait un calendrier prédéfini, très très clair. Vous candidatez pendant 2 ans et on attribue les Jeux 7 ans avant la cérémonie d'ouverture. Face à tous les différents problèmes, ils se sont dit déjà on va alléger un peu le cahier des charges, modérément. Et ensuite, on va transformer ce processus en ne faisant plus de calendrier officiel. Et donc, en fait, en ne faisant plus un processus de campagne tel qu'on le connaissait auparavant, avec un dossier de candidature très épais, des événements festifs, on fait la promotion du truc, etc. Donc en fait, ça consiste à quoi ? Ça consiste à reconfiner la décision politique, c'est-à-dire que tout se joue en coulisses maintenant. On dialogue directement entre les villes et le CIO, et il y a beaucoup moins, voire quasiment plus du tout, d'interaction publique. Et donc, cette candidature des Alpes 2030, elle est plus ou moins une espèce de fantasme depuis fin 2021, début 2022, d'une part du côté de Laurent Wauquiez et de l'autre du côté de Renaud Muselier, qui chacun dans leur coin aimerait potentiellement organiser des Jeux d'hiver. Sans trop savoir, je pense, comment faire. Et il s'avère que les villes qui étaient candidates jusqu'à présent pour 2030 se cassent la gueule les unes après les autres pour différentes raisons. Et donc effectivement, l'année dernière, en 2023, il y a pour ainsi dire plus de candidats pour les Jeux d'hiver 2030. Ce qui est très problématique pour le CIO, pour des tas de raisons, mais notamment des raisons financières. Sortent du bois 3 nouveaux candidats, les Suédois qui proposent un projet, ils avaient déjà candidaté en 2026, les Suisses qui candidatent à peu près tout le temps mais se font toujours ramasser par un référendum, et puis les Alpes 2030 où finalement nos amis Tic et Tac ont réussi à se mettre d'accord pour faire une candidature commune des régions Rhône-Alpes et PACA en vue de faire des Jeux d'hiver. Et là en fait ça allait très vite, c'est-à-dire que les rumeurs circulaient un petit peu depuis on va dire, le premier semestre 2023, et en juin-juillet la candidature est officialisée et obtient tout de suite l'aval du président de la République, et donc de facto cette candidature existe en fait. Mais on n'a aucune information, et ça va rester jusqu'à finalement à peu près le mois de novembre où dès novembre 2023, on sait grosso modo que la France aura les Jeux 2030. Enfin, il reste juste quelques détails à régler, mais c'est bouclé, quoi, parce que comme vous l'avez dit, grosso modo, tous les autres sont écartés de la course. Quel est le problème ? Et pour en revenir à la question initiale, le problème c'est qu'on n'a pour l'instant pas de budget, de documents budgétaires qui sont présentés. On a
aucun plan environnemental, sinon pour dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors que l'enneigement ces dernières années dans les Alpes, bon, enfin, voilà, je suis pas savoyard, mais il me semble quand même qu'il y a des petits soucis. On a juste une carte des sites olympiques et c'est tout. On n'a absolument aucune idée de comment tout ça va être boutiqué. Les seules infos budgétaires, c'est on nous a dit non mais vous inquiétez pas, ce sera les jeux les moins chers de l'histoire des JO d'hiver, ça va coûter moins de 2 milliards d'euros. Bon. Et puis bon, il y aura aussi 1 ou 2 milliards d'investissements à côté pour différentes constructions. Donc on passe de moins de 2 à un supplémentaire, voire 2, sous quelle modalité de financement, on ne sait pas. Et un engagement tout de suite du président de la République, donc de l'État, hein, il faut bien comprendre que le CIO demande des garanties aux autorités publiques. Pour Paris 2024, c'est un chèque à hauteur de 3 milliards d'euros. Donc combien ce sera pour les Jeux d'hiver 2030, on ne sait pas. Donc j'ai pas vraiment de solution parce qu'en fait on ne sait pas sur quoi repose cette candidature. Ce qui est assez problématique évidemment d'un point de vue démocratique puisqu'il n'est évidemment pas prévu de consulter qui que ce soit, même sous un mode non contraignant. Il n'y aura pas de référendum, ça c'est sûr, mais il n'y a même pas tellement d'explications publiques dans quoi consiste le dossier. Donc en fait c'est grosso modo le flou à peu près complet. Voilà. Désolé pour ce message d'espoir. Voilà sa contribution, Alexandre Mortereau, qui connaît quand même plutôt très bien le sujet. Sa contribution est plus que pertinente, je pense. Et c'était il y a 1 an, et la situation n'a pas beaucoup évolué. Enfin, pour dire, en fait, pas du tout. Il y a des plans, bien sûr, quand même. On sait où les épreuves vont se passer, et heureusement quand même. Non, c'est à Nice. C'est à Nice où il y aura le patinage. Patinage de vitesse et tout ça. Sauf que, pote à moi m'expliquait il y a pas très longtemps, il faut des infrastructures de taille adaptée, et notamment pour certains types de patinage, parce qu'il y a le patinage artistique, mais il y a le patinage de vitesse. Et le patinage de vitesse, ça se fait que dans certaines enceintes, et on n'en a pas en France. Et donc c'est pour ça qu'il y a, semble-t-il, des épreuves de patinage de vitesse qui se feront même pas sur le sol français, mais peut-être en Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura biathlon, ski de fond, pôle Haute-Savoie, bobsleigh dans tous les sports de luge et équivalent du côté un peu plus sud d'Albertville, Briançon avec les snowboard ski freestyle, et voilà, à Nice il y aura toutes les activités de patinoire, en gros, patinage artistique, short track, hockey, curling, ski et snowboard cross, mais il y a toujours cette question du patinage de vitesse, et il y a la question aussi des nouveaux sports, donc notamment le ski alpi, peut-être du VTT sur glace, tout ça on n'a pas d'infos quoi. Bon, c'est dans 5 ans, il y a le temps d'y réfléchir, mais bon voilà, on sait pas trop comment ça va se passer. Le patinage de vitesse devrait être organisé hors de France, ça c'est à confirmer, je sais pas quand est-ce que le truc a été publié, juillet 2024, mais je crois que ça a pas évolué depuis. Et juste pour revenir du coup, ce que je disais tout à l'heure, comment ce truc là s'est construit, c'est vraiment des questions politiques, donc on peut juste regarder vite fait la thèse de ce monsieur Alexandre Mortereau. Donc voilà, là il cite les gens que ça représente, donc on parle quand même à peu près de 3 milliards de téléspectateurs. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il citait tout à l'heure le chiffre de 2 milliards d'euros, sur toutes les éditions précédentes, les jeux ont coûté bien plus que ça. Là il parle d'environ 9 milliards de dollars. Très souvent on t'affiche et ils annoncent un budget qui en fait ne comprend que même pas la moitié. En gros il y a les frais de construction des sites et d'exploitation, et après tous les frais d'organisation, de gestion de l'événement, et tout cela en fait les deuxièmes sont oubliés, on sait pas trop pourquoi, et c'est ce qui s'est passé pour les Jeux de Paris 2024 où ils annonçaient 3-4 milliards, et en fait ça a coûté 5-6 parce que il y avait énormément de sécurités privées qui ont été recrutées un peu au dernier moment, et pour le coup c'était pas mal des fonds privés qui ont permis d'assurer ces coûts-là, mais il y avait aussi de l'argent public dans le lot. Encore une fois, je vais reciter, c'est vraiment très pertinent, Martin Müller, qui est pareil un chercheur en géographie et en sciences politiques, et qui parle pas mal des grands événements sportifs comme les Jeux, et qui explique que d'un point de vue économique et écologique, en fait, on annonce des budgets et puis on en a oublié la moitié, et on se retrouve à construire des stades gigantesques qui sont inutilisés ensuite. Ce qui est important là, c'est d'avoir cette graphe en tête, c'est-à-dire que depuis Albertville 92, quand tu prends en compte l'aspect environnemental, social et financier, en fait, plus ça va, moins les jeux sont durables.